Merci pour l'invitation, merci particulièrement à Saïd et Leïla, merci à tout le comité d'organisation. C'est un immense plaisir d'être au Maroc et on n'est jamais si bien accueillis qu'au Maroc. Donc je vais vous parler d'insuffisance aortique et on va commencer par la clinique. C'est plus très à la mode chez nous, mais pourtant c'est fondamental dans l'insuffisance aortique comme dans toutes les pathologies. Et vous voyez ce travail de la Mayo Clinique publié en 2020, donc c'est pas trop vieux, qui nous montre l'intérêt fondamental chez nos patients qui ont une insuffisance aortique chronique, d'une part de les ausculter, ça, une certaine corrélation entre l'intensité du souffle, c'est pas parfait, et la sévérité, mais de mesurer la tension artérielle, de regarder en particulier la diastolique, et vous voyez que nous avons ici une surmortalité très importante quand la diastolique est en dessous de 70 mm de mercure, a fortiori quand elle est inférieure à 55. Donc ça, c'est un marqueur du pronostic extrêmement puissant, tout aussi puissant que nos indices échocardiographiques. Et l'autre marqueur clinique puissant, c'est la fréquence cardiaque. Vous voyez, quand elle est supérieure à 60, quand on a une tendance à la bradycardie dans l'insuffisance aortique, eh bien c'est aussi un marqueur, mais moins puissant. Alors, bien entendu, l'imagerie multimodalité pour aborder cette insuffisance aortique, la sévérité, le mécanisme, la réparabilité, on en reparlera avec Gébril tout à l'heure. Il faut regarder l'aorte, les calcifications, la fonction ventriculaire, la fibrose, les pressions pulmonaires, la fonction droite, et on a bien sûr l'échocardiographie et l'IRM qui sont vraiment aux premières loges. Alors pour la quantification, évidemment, dans le laps de temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous détailler ça. C'est une approche multiparamétrique. Alors quelquefois c'est facile, elle est vraiment minime, quelquefois c'est facile, elle est vraiment sévère, mais assez souvent c'est assez difficile et il faut cumuler les paramètres, utiliser la zone de convergence, la vena contracta, regarder le débit, regarder la vitesse télédiastolique dans l'isthme aortique, regarder le PHT qui nous renseigne plutôt sur le niveau de pression télédiastolique dans le VG. C'est absolument fondamental. Pour la zone de convergence, très brièvement, quand vous avez un jet excentré qui se dirige vers votre valve antérieure mitrale, c'est la voie parasternale. C'est souvent dans des prolapsus de la sigmoïde coronaire droite ou de la sigmoïde antérieure des bicuspidies. C'est la meilleure voie. C'est la meilleure voie aussi pour enregistrer le Doppler continu pour calculer la surface d'orifice régurgitante. Dans les insuffisances aortiques centrales, comme on le rencontre le plus souvent dans le rhumatisme articulaire aigu, eh bien c'est la voie 5 cavités qui va nous être utile. Alors bien sûr la vena contracta, mais aussi des vieilles choses quand même intéressantes qui nous aident beaucoup. C'est vraiment des garde-fous qui peuvent vous éviter de faire des erreurs. Cette vitesse télédiastolique et puis ce débit cardiaque quand il a plus de 9 litres par minute ou 10 litres. Vous pouvez vraiment penser, à moins qu'il y ait une hyperthyroïdie ou une fistule artério-veineuse, que votre IA est sévère. Alors le TO peut être utile pour compléter chez les patients peu échogènes, mais habituellement en transthoracique ça suffit. Et puis on peut faire aussi du tridimensionnel pour l'insuffisance aortique, mais je vous avoue que dans notre équipe, nous n'utilisons pas ça en routine. Alors, approche multiparamétrique, je pense que les échocardiographistes connaissent ce type de tableau qui reprend les critères. C'est vraiment fondamental de multiplier les critères. Ne pas se contenter du Doppler couleur, d'une PISA, c'est vraiment une erreur, vous allez vous tromper. Et pour la PISA, dans l'insuffisance aortique, l'IA sévère, c'est à partir de 30 mm². Ce n'est pas comme dans l'insuffisance mitrale. L'IA grade 4 et le grade 3, c'est 20 mm². Donc souvent, les cardiologues considèrent qu'avec 25 mm², l'IA n'est pas sévère d'après la PISA, mais c'est une erreur. Alors, quand on hésite en échocardiographie, eh bien, il ne faut pas vouloir absolument conclure. On peut demander une IRM. C'est une méthode très reproductive, en particulier pour calculer la fraction de régurgitation de l'insuffisance aortique, parce qu'on travaille sur le flux antérograde et rétrograde. Donc là, l'IRM est vraiment excellente. Et vous voyez ce premier papier qui nous avait donné un seuil bas, un peu plus de 30%, et puis un papier plus récent de 2023 qui nous donne un seuil de fraction de régurgitation de 43% pour parler d'IA sévère et en termes de volume régurgité de 47 millilitres. En pratique, je pense que devant une IRM, si on vous parle de 35% de fraction de régurgitation, il faut déjà penser à une IA sévère.
Alors, le rôle de l'échocardiographie pour préciser l'étiologie. Là, j'ai fait figurer les étiologies de l'IA chronique. Je vais vous montrer quelques images. Donc, il faut bien regarder la valve, hein, comme nous le disait Catherine Otto. C'est très important, la direction du jet qui va nous aider. Et puis, bien sûr, il y a les IA aigus avec un contexte complètement différent, lié aux dissections, à l'endocardite et plus rarement, beaucoup plus rarement, au traumatisme. Alors, au niveau des étiologies, vous avez à votre gauche une IA dystrophique avec une maladie annulo-ectasiante centrale, au milieu une bicuspidie, à droite un prolapsus sur bicuspidie, en bas les images ne tournent pas mais c'est aussi un prolapsus sur bicuspidie. Donc il faut vraiment regarder votre valve et ensuite regarder le Doppler couleur. Donc ici nous avons une bicuspidie dite de type 0, donc on peut discuter de la classification, mais sans raphé. Au milieu, la forme commune avec un raphé, une bicuspidie de type 1, la plus fréquente des bicuspidies de type 1, avec un raphé entre les deux sigmoïdes coronaires. Et vous voyez que vous pouvez repérer la sigmoïde postérieure par le septum interauriculaire en coupe petit axe, vous le voyez sur le schéma du bas, et puis une valve unicuspide, vaut mieux appeler ça valve unicuspide que bicuspidie de type 2 comme on le faisait avant. Alors, une rareté, mais l'image est belle, je vous la montre, une valve quadricuspide, donc on ne rencontre pas ça souvent, mais ça arrive, et donc il faut la reconnaître avec ce défect central qui va engendrer ici, chez ce patient, une insuffisance aortique, avec à droite en systole et en diastole. Alors bien sûr, l'IA rhumatismale, très importante au Maroc, avec ce remaniement des valves, cette IA le plus souvent centrale, souvent associée, comme ici, à un rétrécissement mitral. Et là, on l'a vu avec les polyvalvulopathies, attention quand il y a un RM serré, de ne pas sous-estimer votre IA, c'est le grand piège, hein, c'est vraiment le grand piège. Ensuite, les IA médicamenteuses, on en a vu beaucoup chez nous avec l'affaire du Mediator et puis avant avec l'isoméride pondérale. Vous voyez, c'est une IA restrictive centrale avec souvent aussi une double fuite. Vous voyez à droite un autre exemple avec IA et IM. L'endocardite infectieuse, donc bien sûr, vous voyez ici une destruction valvulaire, une perforation avec une végétation. Donc ça aussi, c'est un contexte complètement différent. Et là, c'est ETT plus ETO dans l'endocardite pour ne pas passer à côté d'un abcès. Et puis dans la dissection aortique, donc là aussi ETT, ETO et bien sûr scanner. Mais vous voyez qu'on peut avoir des formes inhabituelles d'insuffisance aortique avec invagination du faux chenal dans l'orifice aortique qui crée, comme dans cet exemple de droite, l'insuffisance aortique. Et ça, c'est intéressant sur le plan pratique, puisque dans ce cas, eh bien, on peut ne pas changer la valve aortique en traitant simplement la dissection. Si la valve paraît normale là-dessous, malgré l'insuffisance aortique, on peut la préserver. Et puis il y a traumatique, alors ça c'est très rare, mais voici un exemple avec une déchirure de cusp. Alors ensuite, et Gibril en reparlera après, il faut bien étudier le mécanisme et on a une classification qui décline en 3 types comme dans l'insuffisance mitrale qui a été proposée par l'équipe de Bruxelles, par Gibril et Jean-Louis Van Overskel 2, type 1, type 2, type 3. Nous avons ici un exemple avec les mouvements valvulaires normaux à gauche, un type 1 sur la dilatation de l'aorte ascendante, un type 2 avec un prolapsus partiel, qui ne tourne pas mais c'est pas gênant, et puis une IA type 3 restrictive qui sont, comme nous le dira probablement Gibril, enfin on écoutera le spécialiste, peu propices à la plastie. Ensuite, l'échocardiographisme, mais là c'est un échocardiographiste spécialisé, ce que je ne suis pas dans ce domaine, fera des mesures assez complexes en transœsophagien pour discuter la possibilité d'une réparation valvulaire. Après, il faut bien sûr regarder l'aorte, mesurer les diamètres, c'est très important, en écho, et puis la méthode de référence, c'est le scanner qui a la meilleure résolution. L'IRM est bien sûr très intéressante, et ce qui est recommandé, c'est quand ça dépasse 40 mm en écho, eh bien, les recommandations européennes conseillent de réaliser une imagerie de coupe, CT, scanner ou IRM. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'article que je vais vous montrer. Actuellement, dans les recommandations, il faut intervenir sur l'anévrisme de l'aorte ascendante associée à l'insuffisance aortique si ça fait plus de 55 mm.
S'il y a une bicuspidie, c'est aussi 55 mm, sauf s'il y a des facteurs de risque. Je passe sur le Marfan, c'est un autre problème. Et donc, les facteurs de risque principaux, ce sont surtout l'insuffisance aortique ou l'insuffisance mitrale sévère, une histoire personnelle ou familiale de dissection et une progression très rapide. Et il y a ce papier très intéressant qui vient de sortir dans le journal européen de cardiologie en 2023, qui montre sur une série importante de patients suivis que finalement le risque apparaît important à partir de 50 mm. Alors c'est controversé dans la littérature, mais vous voyez en vert clair que on a une marche d'escalier des 50 mm qui correspond à ce vert clair, suivi du bleu et du rouge, qui sont 55 et 60 de seuil. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, et on voit que le risque sur cette spline à droite, vous voyez, augmente des 50 mm, et donc les recommandations, je ne sais pas, vont peut-être évoluer dans son sens. Enfin, il faudrait d'autres données. Bien entendu, l'échocardiographie est très intéressante à côté de l'IRM pour évaluer le VG, les volumes, la fraction d'éjection, les diamètres, le strain, donc l'écho est en première ligne, et l'échocardiographie a un rôle considérable quand on discute les indications, en particulier chez le patient asymptomatique. Chez le patient symptomatique, quand il y a une IA sévère et qu'on rattache les symptômes à l'IA, eh bien, il est conseillé d'opérer sauf contre-indication. Et chez le patient asymptomatique, il faut vérifier qu'il est bien asymptomatique par un test d'effort, celui que vous voulez. Mais vous voyez qu'en Europe, en tout cas, c'est très très peu pratiqué. Vous voyez, parmi les IA asymptomatiques, il n'y a que 6% de tests d'effort dans ces IA qui étaient la plupart sévères, asymptomatiques dans le registre européen. Donc s'il est asymptomatique, il faut vérifier pour voir s'il ne passe pas dans la case de l'asymptomatique. Les recommandations sur les diamètres ont évoluer en termes de classe. Vous voyez que maintenant, si vous aviez un diamètre télésystolique de plus de 50 mm ou de 25 mm par mètre carré, mesuré en TM normalement, mais si on ne peut pas faire le TM, il faut faire le 2D, c'est une classe 1 maintenant. Donc c'est une recommandation très forte, comme la fraction d'éjection inférieure à 50%. Alors sur ces valeurs, il y a des nouvelles data publiées par 3 équipes prestigieuses. On a la Cleveland Clinic qui nous montre que pour le diamètre télésystolique, vous voyez un indice très simple, eh bien, il y a un surrisque à partir de 20 mm, donc avant 25 mm. Je ne détaille pas, mais la Mayo Clinic, deuxième équipe prestigieuse, retrouve le même style de résultat, présenté d'une manière différente, avec une surmortalité chez les gens non opérés qui ont un diamètre télésystolique entre 20 et 25 mm carrés. Et puis l'équipe de Gibril et de Jean-Louis Van Overskel 2 retrouve aussi la même chose, donc ça fait quand même 3 papiers de grandes équipes, et ils préconisent comme seuil 20 ou 22 mm par mètre carré de diamètre télésystolique, et de monter la fraction d'éjection non pas à 50 mais à 55% pour envisager la chirurgie. Alors les recommandations, quand elles ont été refaites, avait connaissance de ces 3 papiers, ce qui a fait apparaître le 20 mm par mètre carré et la fraction d'éjection à 55% comme des seuils, mais en classe 2B, puisque finalement c'est quand même des travaux, 3 travaux rétrospectifs qui demandent encore confirmation et qui n'incluaient pas que des patients asymptomatiques. Alors, on pourrait faire les volumes, c'est beaucoup mieux que les diamètres, mais il y a très peu de travaux dans la littérature, mais il y en a qui commencent à sortir. Vous voyez, JAMA 2020, la Mayo Clinic, sur mortalité pour le volume télésystolique indexé, donc un indice de fonction systolique de 45 ml par mètre carré, et un travail très récent publié cette année, vous voyez, où on retrouve 43 ml par mètre carré en IRM. Donc là, on a certainement quelque chose sur lequel il faut encore travailler et qui pourra nous guider probablement dans l'avenir. L'IRM très importante, vous avez vu, pour l'aorte, pour la fonction VG quand c'est difficile en écho, pour rechercher de la fibrose, mais c'est vrai que dans l'insuffisance aortique, il y a très très peu de données sur fibrose à l'IRM et insuffisance aortique, et sur le strain, il n'y a pas du tout non plus beaucoup de données dans la littérature pour baser une indication là-dessus. J'en arrive à ma conclusion. Vous voyez, donc une approche multimodale, une approche clinique
la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l'auscultation fondamentale, une approche d'imagerie multimodalité avec au premier chef l'échocardiographie. L'IRM est souvent extrêmement utile chez ces patients et avec au centre de l'évaluation, comme c'est dit dans les recommandations européennes, le patient. Il faut aussi bien interroger le patient et tenir compte de ses avis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, professeur Tribellois, pour cette très belle présentation.